Le Phénix, tome 2 de Ismeria Guillerot, chez IE Éditions. Avertissement. Ce roman s'adresse exclusivement à un public adulte. Il contient des scènes et des descriptions susceptibles de heurter la sensibilité de certaines lectrices, notamment tentatives de suicide. Chapitre 1. Ses doigts ondulent sous les touches noires et blanches, libérant leurs confidences éthérées. À mesure que Nona brode la composition de la Rosa Enflorece de sa dentelle vocale, mes yeux ne quittent pas ses traits, qui incarnent la mélodie. Mon corps dodeline sous la douce transe. Elle n'a plus de secret pour lui, chaque note profondément ancrée dans mon âme. Sans arrêter la danse de ses phalanges, ma grand-mère délaisse les paroles un instant. C'est plus qu'une simple chanson, mais elle parle de toi, de la force que tu as été pour moi dans l'affront du deuil de ton grand-père. Dans ce mois glacial de mai, tu t'es épanouie et m'as fleuri d'une lumière que jamais je n'aurais pensé retrouver. Soudain, la musique s'évapore, ses doigts usés atterrissent sur l'innocence de mon visage d'enfant. Mais ce que je vais te dire est important. Ne sous-estime jamais la force qui grandit en toi. Elle est l'essence de ta puissance. Jamais, tu comprends ? Ma tête acquiesce toute seule sous ces iris dentelés qui me perforent de leur gravité. Son expression adoucie pour laisser place à l'amour qu'elle me dépose sur le front avec tendresse. La musique s'émancipe à nouveau, les nuances se muent en tonalités aiguës et binaires. Elles deviennent si insistantes qu'elles dissipent la quiétude au profit de l'austérité. Avant même de cerner ce qui m'arrive, je foudroie cette machine infernale et la maudis pour m'avoir arraché à ma réalité onirique. Putain de cardioscope. Tel un pavé dans l'océan de ma sérénité, cette pensée déclenche une onde de choc qui me fige. Seuls mes yeux trouvent le courage de voguer pour scanner mon environnement. La froideur de la chambre dissout la chaleur de mon rêve. Une odeur de désinfectant remplace le délicat effluve sucré de Nona. Le contact rigide des draps efface la souplesse de ses phalanges sur ma peau. Andy, recroquevillée, est assise sur une chaise, la tête entre les mains. J'essaie de me redresser. Aussitôt, les violentes douleurs qui parcourent mon corps m'en empêchent. De leurs griffes invisibles, elles me contraignent à me recoucher. Le froissement de tissu aimante les pupilles humides de mon amie. Mais tu es enfin réveillée. Ses pas hâtifs rythment le silence. La tendresse de son étreinte est un placebo sur ma souffrance qui tire mes traits. Ma joue aplatie baigne contre la sienne. Andy, je vais bien. Malgré mon timbre doux, une grimace déforme mon expression. Chaque inspiration effleurant la douleur. Elle se retire, le visage creusé et obscurci par les cernes. Tu es restée si longtemps dans le coma. Les médecins, ils étaient pessimistes. Je savais que tu étais plus forte qu'ils ne voulaient le croire. Je la sonde, les sourcils légèrement froncés, la respiration plus rapide. Je déglutis avec difficulté et étrangle de mes mains moites les draps, tentative vaine de les maintenir immobiles. Telles des roses épineuses, mes mots fleurissent écorchant ma gorge HSC. Comment ça ? Je suis restée combien de temps dans le coma ? Ça fait un peu plus de 4 mois maintenant. Ton corps a subi beaucoup de traumatismes. Ton état s'est stabilisé depuis hier soir, sinon ton pronostic vital était toujours engagé. Ses lèvres bougent encore sans qu'aucune parole ne traverse la barrière érigée par la nouvelle. Lentement, j'effleure mon ventre. Mes mouvements se suspendent alors que mes craintes se dissolvent en larmes. Face à ma réaction, Andy libère ses sanglots. Chaque perle dévalant ses joues enracine ma réalité. Non, ne me dis pas que... Ma voix chevrotante en serre ma gorge et emprisonne les derniers mots. Otage de mon émotion, elle acquiesce de la tête. Par ce simple geste, une main cruelle enveloppe mon cœur et le comprime si fort qu'il n'en survit qu'un tas de miettes. À bout de souffle, je m'accroche malgré tout à la lueur d'espoir qu'il me reste. Ezio, est-ce que... Ses larmes s'intensifient. Je suis désolée. À cet instant, la douleur physique n'est rien comparée à celle émotionnelle. Mon monde s'écroule. L'anarchie revendique son trône. Mon pouls, ma respiration, mes pensées, tout ce que mon cerveau contrôlait jusqu'à maintenant s'émancipe et s'engage dans une danse désarticulée. Le fil qui me raccroche à la vie vient soudainement de céder. Perdu au milieu de cet océan gris et froid, je ne fais que boire la tasse des vagues qu'ils enchaînent et me submergent. Les profondeurs m'enlacent de leur sombre volute et m'emportent loin de la surface au plus près des abysses où, pour toute lumière, brille l'obscurité, glaciale et destructrice. Les yeux cloués sur un point invisible, je demeure paralysée de l'extérieur alors qu'un trou noir s'étend depuis mes entrailles et aspire tout mon être. Les mots d'Andy s'accrochent à mon œsophage. Leur sonorité est un disque rayé dans mes pensées. Une idée se dégage, petit à petit du brouillard.
rejoindre Ezio et Orfeo. Laisse-moi mourir. Le ton blanc de mon timbre souligne le vide de mes rétines. Mon lit se soulève légèrement lorsqu'elle bondit pour se planter à côté de moi. Même si je ne la regarde pas, je sens émaner d'elle une chaleur létale. T'avais qu'à jamais ouvrir les yeux, c'est pour sortir des conneries pareilles. Maintenant que tu es revenu, tu restes, je te donne pas le choix, mais... Les perfusions volent, je hurle, pleure en me débattant, de la poigne d'Andy, incapable de coordonner mes mouvements. Mes bras frappent l'air sans distinction. Un cri de détresse fend mon souffle erratique. Au bout d'un temps indéfinissable, une infirmière apparaît et appelle du renfort. Il me contentionne avec l'aide de 2 médecins. Maintenu comme si on voulait exorciser le démon en moi, une petite piqûre m'électrise l'épaule. Soudain, tout le monde relâche son emprise, cette capitulation écarquille mes yeux et me dessine un rictus qui fane à l'instant où mon corps s'alourdit de fatigue et devient incapable de tout mouvement. Les effluves du somnifère se dispersent dans mon esprit. Mes pensées s'embrument et s'évaporent dans le désert du sommeil, les larmes menaçantes et le cœur atrophié, je bascule dans les abîmes du néant, où seule l'obscurité me retient compagnie. Les ténèbres ont englouti la pâleur du soleil lorsque je me réveille, invoquant un calme que la solitude accentue par sa présence. Le chaos, vicieusement installé dans mes entrailles, densifie mon âme d'un vide abyssal. Ne trouvant plus le sommeil sans que mes paupières ne soient percées de l'éclat marin de l'écorché, je décide de me tenir au courant de l'évolution du monde. Mes doigts tâtonnent, heurtent le vide avant de trouver enfin l'objet, incapable d'obéir du premier coup. La télécommande en main, mes muscles restent figés une seconde de trop, malgré l'ordre que mon cerveau leur intime. Prisonnière de ce corps rétif, je regarde enfin la télévision s'allumer. La nouvelle vient de tomber. May Mandini est sortie hier de son coma qui a duré 16 semaines. Elle est donc la seule réchappée de la fusillade qui s'est produite à son domicile en février dernier. Nous lui adressons nos plus Un visage familier surgit à l'écran. Le sourire dément, ses yeux rougis brillent d'une intensité troublante. Pardon, désolé, déclare-t-il en écartant l'envoyé spécial de son chemin. Je m'appelle Giole et je veux juste dire que je suis tellement heureux que May soit enfin réveillée. Je suis son plus grand fan depuis toujours. May, sais-tu tout, n'oublie pas, je suis là pour toi, je t'ai soutenu sans cesse et continuerai. Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Afin de reprendre le contrôle sur la situation, le reporter joue des coudes. Non, attendez, May doit savoir que quelqu'un l'aime plus que tout. Il jette un regard intense à la caméra, comme s'il voulait forcer l'écran pour trouver le mien. Une sueur froide coule le long de ma colonne. Je blottis mes genoux contre ma poitrine. Malgré la douleur que ça m'occasionne, cette position m'enveloppe de chaleur. Mon corps en barrage contre ses pupilles. Je reprends ma respiration que ces mots avaient asphyxiée. Je ferme les yeux, puis échappe un profond soupir lorsque les agents de sécurité interviennent enfin pour l'éloigner. Putain de psychopathe. La journaliste retrouve son souffle puis enchaîne. Eh bien, chers téléspectateurs, nous venons d'assister à une interruption inattendue. Nous adressons à May Madini nos plus tendres pensées en cette période de deuil. Comme vous pouvez le constater, nombre de leurs fans leur ont déposé des bouquets et peluches devant le portail de leur propriété. Des tonnes de fleurs, fraîches pour certaines et mortes pour d'autres, gisent au pied du fer forgé. Une foule de personnes en larmes s'agite devant les caméras. Certaines réclament justice, d'autres demandent à ce que Ezio revienne, d'autres encore m'envoient leur force et leur soutien. Je ne peux m'empêcher de les maudire. Tout est pleuré par la perte de l'écorché alors qu'elle ne le connaissait pas. Comme si son absence allait changer votre quotidien. Mes poings se serrent si fort que mes ongles empalent mes paumes. Mâchoire contractée, je vide mes poumons et m'efforce de verrouiller mon attention aux paroles de la journaliste. Le tireur est toujours anonyme et les autorités recherchent activement des indices, des témoignages qui pourraient les mener à une piste. Si vous avez vu quoi que ce soit ou que vous êtes porteur d'informations qui pourraient faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à les communiquer à la police. Elle lit son prompteur sans aucune conviction. Elle sait que personne ne bougera le petit doigt par peur des représailles. La famille Madini est au centre des rumeurs en lien avec la mafia. Nul ne voudra risquer d'être la prochaine cible. Je coupe la télévision quand elle passe sur les prévisions météorologiques. Sur le point de reposer la télécommande, un objet brillant que je n'avais pas remarqué attire mon attention. Grimace aux lèvres, je me penche un peu plus. L'émetteur m'échappe des mains et tombe à terre. Je soupire, puis me concentre sur le bijou que j'attrape après plusieurs tentatives. Mon souffle se dérobe. L'alliance des yeux. Son contact creuse mes entrailles et assaille mon esprit du souvenir de notre mariage. Derrière mes paupières closes, son sourire m'illumine autant qu'il m'atrophie le myocarde. Pourquoi on t'a pris à moi ? Je broie l'or posé dans ma paume sans mesurer ma force. Si seulement je pouvais ressentir une dernière fois la chaleur de ta peau à travers cet anneau. Illusion. Je dévoile mes pupilles. Mon bras rebelle projette l'objet à travers la pièce au lieu de le déposer doucement sur mon lit, comme je le désirais. Un cri m'écorche le larynx, les larmes fuient, mes poings serrés contre mes cuisses deviennent douloureux. Aussi vif qu'un éclair zèbre le ciel, l'instant s'efface. Mes yeux embués s'écarquillent, et l'adrénaline percute mes veines.
Quelle idiote! Mes doigts palpitent, fouillent, retournent les draps. Mes pupilles scannent avec frénésie. Je m'estirpe du polyester. Pied à terre, je tombe. J'échappe un gémissement, asphyxié par un léger pleur. Mon bras gauche, toujours branché, m'électrise de douleur et m'empêche d'avancer. Mon énergie drainée, je reste cloué au linoléum, incapable. Les gouttes perlent à nouveau sur mes joues. Une main me fait sursauter. Dans ma vision trouble se détache la silhouette d'un homme. Madame Madini, qu'est-ce que vous faites à terre? Ses doigts se resserrent autour de mes épaules et il me soulève pour me déposer sur mon lit. Il m'aide à ranger mes jambes et me recouvre du drap. Ses yeux me détaillent jusqu'à ce que je parvienne à calmer le flot de mes sanglots. J'ai perdu l'alliance de mon mari. Le médecin regarde à ses pieds puis parcourt la chambre. Il se baisse puis se redresse, l'éclat aux lèvres, l'anneau tendu dans ma direction. C'est elle? Je hoche rapidement la tête et lui accueille l'objet à l'instant où mon bras est assez long pour s'en emparer. Cornets humides, sourire timide, je la glisse autour de mon pouce. Une chaleur ravive à peine les cendres de mon cœur. Comment vous sentez-vous? Son ton neutre crispe mes muscles. Le corps rigide, ma mâchoire veut d'abord ignorer sa question idiote. Il fait juste son boulot. J'essuie mes larmes, puis mes pupilles fuient sur la côté. Ma langue se désamorce enfin pour libérer ma réponse froide. Sur le plan émotionnel ou physique? Son rictus se creuse de manière fugace avant qu'il ne déglutisse. Je sais que vous traversez une douloureuse épreuve, et je ne peux imaginer votre souffrance intérieure. Il existe des professeurs... Je ne veux pas voir de psy. Ses lèvres s'effacent en un trait mince avant de baisser le regard. Les doigts pianotant sur son pince-note. Il s'agite légèrement, puis s'éclaircit sa voix. Je tiens juste à ce que vous ayez cette possibilité en tête si vous en ressentez le besoin. Contemplant physique, je suis là pour vous aider. Pour ça, je dois savoir comment vous vous sentez. Me brûle l'envie de lui vomir mon désir de rester avec ma souffrance, bien plus tolérable que mes blessures émotionnelles et mon souhait de m'endormir sans jamais me réveiller. Néanmoins, il ne me laissera ni tranquille ni partir sans m'inspecter. Alors, en dépit de ce crépitement viscéral de l'envoyer se faire foutre, je réponds à ses questions. Mon corps entier est douloureux. J'aurais besoin de vous examiner et que vous me disiez si, là où je vous touche, ça vous fait mal, d'accord? J'acquiesce. Il s'approche, revêt des gants, puis retire la couverture et lève ma blouse. Je vais commencer par les cicatrices sur votre abdomen, c'est bon pour vous? Ma tête bouge à peine, comme si même ce mouvement élémentaire exigeait un effort démesuré. Mes yeux glissent sur mon corps pendant qu'il me consulte. N'arrivant pas à maintenir le regard, je le redresse sur le plafond devenu flou. Lorsque l'air frais caresse ma chair, débarrassée des pansements, je gonfle mes poumons de courage et constate l'ampleur des dégâts. Je crispe ma mâchoire, barrage invisible à ces gouttes salées qui menacent de fuir, en découvrant la longue cicatrice à la base de mon ventre et une autre ronde vers mon nombril. La vue de ces signatures immortelles du drame corrode ma vision, qui se trouble davantage, et je me détourne. À la demande du médecin, je baisse ma blouse pour qu'il vérifie celle à l'épaule. Très bien, pas de gonflement, pas de suintement, pas de rougeur, aucun signe d'infection ou d'inflammation. Elles sont en parfaite voie de guérison. Enfin, il reporte son attention sur la lésion de mon bas-ventre. Je renverse ma tête, les lèvres tremblotantes. C'est douloureux? Pas physiquement. Le crâne toujours en arrière, je sens le médecin se tendre un peu. Comme vous l'avez deviné, nous avons dû vous ouvrir pour récupérer votre fils. Il est difficile de l'entendre, mais vous devez être informé. J'étrangle les draps, espoir de réconfort illusoire face à la cruauté de la suite. La balle s'est logée dans l'organisme de votre bébé. Son corps s'est arrêté sur le coup. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital, il était déjà mort. Nous avons dû agir vite pour éviter toute complication. Son corps a été conservé aussi longtemps que possible, mais ne vous réveillant pas du coma, nous avons dû prendre une décision. Dans ces cas-là, le choix revient à la personne la plus proche par le sang. Deux s'offraient à lui, l'inhumation ou l'incinération. Il a tranché sur la deuxième option. L'encolure de ma blouse m'irrite soudainement. Les pulsations martèlent sous mon tatouage alors que ma gorge s'abrase sous l'acidité de la bile qui remonte. Quand vous dites « il », vous désignez votre beau-père, Raphaël. Ces mots me crucifient. Réaliser qu'il était décisionnaire cloue mes pieds ensemble, qu'il détient les cendres de mon bébé, perfore ma main droite et qu'il a osé jeter mon fils dans les flammes en pâle la gauche. Il y a autre chose que vous devez savoir, mais... Sa voix hésitante lève une brise prête à s'envenimer mes plaies. Lorsque la balle vous a touché, elle a endommagé votre utérus et nous avons dû le retirer, ce qui signifie que je ne pourrai plus tomber enceinte. Mon timbre est aussi sec que la guillotine tranche un coup. Il baisse la tête, les yeux fuyants. Mon âme s'ankylose, m'isolant par degrés. Mon esprit se détache, mes membres ne répondent plus. Mon cœur se nécrose. Même si je ne désirais pas avoir d'autres enfants sans qu'Ezio en soit le père, me soustraire cette perspective me fait sombrer dans les griffes acérées des abîmes. L'idée qu'il m'est désormais impossible de connaître à nouveau la maternité, de ne plus jamais pouvoir ressentir les mouvements d'un petit être m'imprègne d'un goût insipide dont elle se repaisse.
Je me sens asphyxiée, comme si tout l'oxygène avait été drainé de mon être. J'ai peut-être survécu physiquement à ce drame, mais mon âme, elle, est restée auprès des yeux ce soir-là, cristallisée dans le froid de la neige. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni si un avenir m'attend. Ce dont je suis convaincue, c'est que mon désir le plus ardent est de rejoindre ma famille.